parler pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. J'ai avec moi Sylvain, l'historien, Sylvain Deslauriers, qui va nous parler un peu plus tard de l'historique de la Corée du Sud. Ensuite, on ira avec l'ancienne politicienne Christelle Bouga, qui nous parlera de la politique et de l'actualité de la Corée du Sud. Et pour terminer, notre spécialiste en culture et religion, Geneviève Joly. Mais tout de suite, pour bien comprendre tous les aspects, en fait, de la Corée du Sud, il est bien important d'en comprendre ces aspects géographiques. On sait, bon, la Corée du Sud fait partie de la péninsule de la Corée, avec la Corée du Nord. En fait, ils sont divisés en deux. Le pays est bordé à l'est par la mer du Japon et à l'ouest par la mer Jaune. On compte un nombre relativement élevé de cours d'eau, ce qui permet donc à la population de développer beaucoup leur industrie et leur mode de vie sur ces cours d'eau-là. Les deux principaux cours d'eau sont le fleuve Natong et le fleuve Han. Et celui-ci traverse Séoul, qui est la capitale du pays. La superficie totale de la Corée du Sud est de 99 268 000 kilomètres carrés. Ça équivaut, pour ceux qui le savent un peu moins, à 3 fois la Belgique, 2 fois le Danemark, et c'est 3 fois plus petit que l'Italie. Pour comparer avec le Canada, je vous dirais que la Corée du Sud rentre 100 fois dans le Canada, donc c'est un tout petit pays. Un tout petit pays, donc Sylvain peut nous parler peut-être pour en comprendre tous les aspects historiques. Tout à fait. En fait, la Corée du Sud, comme on la connaît aujourd'hui, n'a que 70 ans environ, depuis la cession de la Corée, en fait, en deux, en 1945. C'est un jeune pays. C'est un jeune pays, mais avec beaucoup d'histoire quand même, parce que la Corée, en tant que telle, a 10 000 ans d'histoire. Donc, beaucoup plus d'histoire qu'on peut le penser. Malheureusement, avec les différents mouvements de population, les différents royaumes, dynasties qu'il y a eu là, et naturellement les guerres, beaucoup de son histoire a disparu, beaucoup de bâtiments, beaucoup aussi au niveau du matériel, les œuvres d'art, les livres aussi qui ont été développés là-bas ont disparu. Mais il faut comprendre, avant d'arriver à la Corée du Sud, je vais faire un petit topo de ce qu'était l'histoire qui nous a amené en fait à la cession du pays. Tout ça commence environ, je vous dirais, là, 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu un royaume qui s'est installé. Je ne sais pas si on va pouvoir montrer la première carte. On va voir. On voit que c'est beaucoup plus grand. Hein? La ligne noire qu'on voit dans le haut de la carte, c'est en fait la Corée aussi. Alors, c'est une grande zone. Elle est beaucoup plus grande qu'elle était. On appelle ça, à cette époque-là, la zone qui est dans le haut, c'est le Mandchourie, en fait, qui est une partie de la Chine, du nord-est, une partie de la Mongolie, puis une partie de la Russie. Alors, la Corée avait quand même un grand territoire qui, tranquillement, s'est reculé. En fait, le territoire actuel est en place en fait, depuis le 7e siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a eu quand même une grande partie de son histoire où ça a été comme un pays beaucoup plus vaste. Il y a eu, après le 7e siècle après Jésus-Christ, il y a une domination mongole qui s'est installée du 17e siècle au 14e siècle. Donc, ça a été vraiment là, une domination où le peuple coréen a pris sa place tranquillement, puis il faisait ce que les gens de la Mongolie leur demandaient de faire. Un peuple qui a travaillé pour eux, qui a cultivé pour la Mongolie, tout ça. En 1392 jusqu'à 1910, ça a été la dynastie de Joseon. C'est une dynastie de rois qui a été fondée par un général qui a repris, en fait, la Corée des mains des Mongols. Pendant cette période-là, on parle d'une période d'or, en fait, d'un âge d'or, où là, la culture a commencé à se redévelopper davantage. On a même développé l'alphabet coréen qui fut inventé à cette époque-là, en 1763. Mais, revenir vite pour une petite histoire très courte, le plus vieux livre qui a été imprimé en caractère mobile, c'est un livre coréen du 14e siècle. Donc, dans l'époque de l'âge d'or, qui a été volé par la France, parce que la France est venue faire un petit tour en 1866. Puis ça crée encore des conflits aujourd'hui avec la Corée existante, parce que ces choses-là qui ont été volées ne sont pas retournées au pays. Il y a beaucoup de conflits qui se passent dans entre les deux Corées, en fait, mais surtout en Corée du Sud. Tout à fait. En fait, les pays limitrophes ont souvent envahi la Corée. Donc, ça a été un pays qui n'a pas été toujours calme. Souvent, ça a été... Mais l'Occident est venu faire leur première visite en 1866 avec la France, puis les États-Unis sont venus faire un petit tour en 1871. On avait peut-être peur que le pays sorte un peu de ses rangs. Et je pense que les États-Unis se sont imposés longtemps en Corée du Sud. Pas encore à ce moment-là. Ils vont venir s'installer davantage après la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a eu par la suite, en fait, des mouvements du Japon en Chine, pas en Chine, mais en Corée, et c'est là que ça va nous amener à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la cession du pays. En fait, l'Empire coréen qui est venu s'installer vers la fin des années 1910, ben, va avoir une influence très forte du Japon. Il y a un début de la colonisation japonaise qui s'installe et qui va quand même se développer jusque dans les années 40. À ce moment-là, il y a Kim Il-sung qui est en fait un révolutionnaire qui va diriger des troupes communistes, encouragé un peu par la Russie, par la Chine. Il y a Syngman Rhee qui est aussi un leader qui va être installé là. Et les deux ont l'idée de faire une Chine unie. Okay. Malheureusement, à cause des mouvements de foule, tout le kit, en fait, je dis tout le kit, en fait, à cause des mouvements de foule, Syngman Rhee va aller s'installer aux États-Unis, à Washington. Il doit sortir de son pays parce qu'il y a un mouvement trop grand au niveau du communisme, au niveau de l'invasion et tout ça. Mais l'idée de départ est de ne plus avoir du tout de frontières. Exactement, au départ. Du Nord et la Donc, du Sud. Syngman Rhee s'en va de son côté à Washington, demande de l'aide aux Américains. Pendant ce temps-là, Kim Il-sung, lui, tente, avec l'aide de la Russie puis de la Chine, de tasser tranquillement les Japonais. En 1943, il y a eu ce qu'on appelle la conférence du Caire et Syngman Rhee réussit, avec le support des pays émergents, les pays forts, les grandes puissances, dont les États-Unis, à obtenir l'indépendance de son pays. Okay. Pour ce faire, l'URSS sous Staline, les États-Unis sous Roosevelt, vont à ce moment-là décider d'aller tasser le Japon de son installation. Donc la Russie dit, moi je vais prendre le nord, je vais nettoyer ça. Les États-Unis vont s'installer un petit peu au sud, puis on va tasser ça, puis on va se partager pour l'instant à la frontière qui est le 38e parallèle, qui est encore la séparation existante aujourd'hui. Oui. Mais là, on veut bien s'installer, mais on fait des pourparlers tranquillement. Et là, la fin de la guerre arrive. Il y a eu les bombes qu'on a entendues à Hiroshima et Nagasaki. Et le 9 août, lorsque la bombe va tomber à Nagasaki, l'URSS va rentrer en guerre contre le Japon pour aller tasser les Japonais de la Corée. Là, les Américains vont suivre, mais au mois de septembre seulement. OK. Pendant ce temps, ça prend un certain temps. Donc, il y a une petite période entre 43 et 45, ça prend un certain temps. Donc, là, on a les États-Unis qui arrivent tranquillement, et pendant ce temps-là, il y a un mouvement communiste important qui veut prendre place, qui décide de... Le gouvernement provisoire qui était parti à Washington, on dit, lui, on va le tasser, on ne le veut pas là, c'est nous qui vont prendre le pouvoir. Les Américains n'aiment pas ça, dit, on va installer notre propre gouvernement militaire, et ça va se faire le 7 septembre 1945. Et là, à ce moment-là, pendant qu'on essayait de retirer les Japonais de la Corée, les États-Unis ont dit, attends là, nous, on a besoin des Japonais qui sont installés ici. Donc, à l'inverse de la Corée du Nord qui a tué des Japonais, qui a tué aussi les Coréens qui les avaient aidés un petit peu, nous, on décide de les inclure dans fait, la nouvelle Corée du Sud. On demande même à la police japonaise qui est installée de donner un coup de main pour contrôler les foules. Ce qui ne fait pas trop le bonheur des Coréens à ce moment-là. Ce n'est pas nécessairement évident. Avec raison. Tout à fait. Et là, jusqu'en 1947, les États-Unis, avec l'URSS, tentent de trouver une solution, une entente avec l'accord des Nations unies, un compromis pour faire de la Corée une Corée. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a la guerre froide qui s'installe entre les États-Unis et la Corée. Et là, il va tranquillement s'enclencher des mouvements où l'on s'en va vers la guerre de 1950, la guerre de Corée, en fait, entre 50 et 53. C'est assez difficile de décider qui a parti la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils se renvoient la balle. Ils se renvoient la balle, tout à fait. Mais, en fait, la fin de guerre est arrivée en 53, puis, là, il y a eu la cession. Je ne sais pas si... Est-ce qu'ils ont signé un traité de paix? Il y a eu un traité de paix qui a été signé en fait en 1946-47. Je vais revoir mes notes. Mais on me fait signe là, que la chronique est terminée. J'avais tellement de choses à vous raconter. En fait, il y a le 27 juillet 1953, en fait, l'armistice a été signé à ce moment-là. Les États-Unis sont encore présents, la Russie est encore présente. Là. Et ce qu'on ressent beaucoup dans l'histoire, c'est tout cet aspect politique très présent en Corée. Et je pense que tu vas nous en parler davantage, Christelle. Hein? Exactement. C'est à la pause, après la pause. Après la pause, évidemment. Ah oui. J'entends rien. T'entends rien. Ah, t'entends. Je voyais même pas que c'était la fin de la chronique. Les sièges avant chauffants. Tout ça pour... Toi, j'ai vu la fin. Ça vient de série. Et si je multiplie ça par la valeur de revente, les litres de rangement divisé par la pression barométrique, ça donne... Le beau soleil! Ça tombe bien! Manque de batterie? Non? Non? Je passe toute ma nuit à ramasser des dents.
En plus, je me tape une file d'une demi-heure à la banque pour déposer un chèque. Tu sais qu'avec PhotoCheck d'ING Direct, tu peux déposer un chèque simplement en le prenant en photo. C'est un mythe, ça. Regarde, téléphone intelligent, T'as tout dit? T'as dit application, l'essentiel? photo. Et voilà. PhotoCheck, croyez-y. Obtenez une prime de 100 $ quand vous ouvrez un compte chèque entrant avec dépôt direct de votre paye. Ah, tu vois, là, j'entends. Direct, changez d'air Solide. bancaire. Ah, ouais. C'est fou, hein? Maintenant, quand on veut bien manger, il faut se poser plein de Mais questions. J'en ai je voyais bien pas non entendu plus. ça. Hey, j'étais là, C'est pas voyons. grave. J'étais là, C'est c'est ma faute, impossible c'est qu'ils moi. me le disent. Je sais. Non, non, il Parfois, on a simplement doit envie avoir de se fait le faire temps, je ne voyais pas du tout. plaisir. Pourtant, je regardais de ce point-là. Sans se poser de questions. C'est quoi tes signes? Olimel choisit avec soin. Si j'ai écouté Olimel, c'est il indique clairement les valeurs J'ai vu les mains qui ont fait. Ça allait rassurant pour nous, on n'a pas d'accès. Mais j'ai juste vu tes mains de la fin. Avant ça, j'ai rien vu. Olimel. J'ai rien vu, puis pourtant, j'essaie de balayer vers Christelle qui se voit, puis je ne voyais pas. Ah, mon micro marche pas? Je sais pas ce qu'il y a, là, garde les deux. Ah, mais ce mot m'énerve. Je m'excuse. La constitution. Je pense que je prononce mieux constipation que constitution. C'est plus simple de contacter Bel Air direct. C'est vraiment bien. Et pour accompagner votre tartare, je pourrais vous faire goûter un pinot qui vient d'arriver dans l'espace cellier. L'espace cellier. C'est tellement pas très bon. J'ai trouvé ça dans l'espace. Au espace cellulaire. C'est juste si je pouvais rentrer une heure de temps. Constitution. Mais là, il est trop tard pour demain. Moi, je l'ai faite. Dans le début, j'avais même pas une minute. Après ça, je suis tombé sur la gueule. C'est plus accessible qu'on pense. En 2002, on a ouvert ce endroit. C'est là qu'on a rencontré la Banque nationale. Quand on l'a fait en tout, c'était ça. Depuis ce temps-là, 10 ans après, Parce que j'avais quasiment rien dit sur la première partie. on sent qu'il est passionné par l'entrepreneuriat. Là, je n'ai trop dit sur la première partie. En croissance, il nous appelle Pipi, si bientôt, je vais être là. Parce que la première partie, ça faisait même pas une minute à la maison. Parce que je disais même pas la moitié de ce qui était là. Parce que le texte, je ne peux pas le changer. Là, j'avais pris ça. Je l'ai fait. Non, mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu ce que je n'avais pas lu. Tel que promis, nous allons parler des aspects politiques et actuels avec notre ancienne politicienne Christelle Bouga. Exactement, Marika. Il y a tellement de choses à dire sur la Corée du Sud. Parce que c'est un contexte très particulier, je crois. Hein? Exactement. Donc, la Constitution, en fait, ce qu'il faut retenir, voilà, en quelques mots, c'est que la Constitution sud-coréenne a connu plusieurs changements dans le passé. Et celle en date et en vigueur, c'est celle de 1987, qui parle d'un régime démocratique. C'est-à-dire qu'il y a le vote d'un chef de l'État pour une durée déterminée. Il y a l'existence de plusieurs partis politiques. Il y a le respect des droits et libertés fondamentaux. Donc ça, c'est dans la rubrique « Ce que dit la Constitution ». Ça a été émis en 1987. Exactement. Mais avant ça, à quoi ressemblait la Constitution? À quoi ressemblaient les droits, les politiques? Bah, avant ça, regarde, je ne peux pas prétendre avoir ici le monopole du savoir. Donc, je vais juste m'arrêter sur quelques traits. Oui. Avant ça, en fait, il y a eu... en fait, c'était un régime très autoritaire. Parce que la présidente actuelle... Park Geun-hye, excuse-moi, je vais mal écorcher les noms. Donc, son père était très autoritaire. Okay. Alors, on a bien peur que c'est ça qui se reflète actuellement. Parce qu'actuellement, cette femme, c'est une dame de fer. Hein, et elle fait tellement de choses dans ce gouvernement que les gens ne s'attardent que sur ce qui se passe sur la Corée du Nord. Donc, en Corée du Sud, qu'est-ce qu'elle fait vraiment concrètement ? Donc, ce qui se passe, c'est que... on pourrait s'imaginer qu'étant donné que c'est une femme, on aurait eu droit à des avancées qui allaient dans un autre sens, une autre façon de penser, mais c'est pas tellement le cas, je crois. Pas trop, pas trop. Bon, c'est vrai qu'il faut déjà dire que c'est son programme électoral qui a séduit ceux qui l'ont voté, parce que c'est les 50 ans et plus qui ont été séduits pour son programme. Elle priorisait la sécurité nationale, parce que de temps en temps, elle intervient contre la Corée du Nord. Oui. Et aussi la revitalisation économique, on peut le voir avec le groupe Samsung, qui fait parler de lui à travers le monde. Donc, mais les jeunes étaient pour son adversaire démocrate Moon Jae-in. Oui. Voilà.
Donc maintenant, ça fait 1 an qu'elle est au pouvoir. Et quel bilan on peut faire de ça? De son année, oui, Exactement. de sa dernière année. Donc, en fait, c'est une femme, c'est vrai, il y a une certaine prospérité économique, mais elle est contre les syndicats. OK. Ça, il faut le savoir. Et de deux, elle n'aime pas les journalistes. Bon, excusez-moi, c'est pour ça que je n'ai pas voulu m'aventurer à apporter sa photo ici aujourd'hui, de peur qu'elle ne me porte plainte. Parce que le cas... Ça fait un peu loin pour porter plainte. Oui, mais écoute, le cas le plus récent et le plus actuel, c'est... En Corée du Sud, évidemment. Oui, en Corée du Sud. Il y a un journaliste japonais, Tatsuya Kato, qui est actuellement poursuivi par le parquet sud-coréen parce qu'il a osé publier dans un article les faits. En fait, il s'est questionné sur les faits et gestes de la présidente actuelle Park, sur l'écoulement, le terrible naufrage du ferry qui a fait périr près de 300 étudiants. Exactement. Donc, il a publié ça. Et la présidente n'est pas du tout contente. Et le journaliste, il risque 7 ans d'emprisonnement ferme. Et Reporters sans frontières classe la Corée du Sud 47e parmi 180 pays qui briment, qui ne respectent pas les droits de l'homme et ceux des journalistes. Donc tu comprendras pourquoi je n'ai pas voulu apporter sa photo ici ce soir. Non, je comprends, et avec raison. Donc c'est une dame de fer, comme on peut dire. Exactement. Qui n'est pas tellement prisée par les jeunes, les intellectuels, les journalistes. Pas du tout. Donc en fait, elle va carrément à l'encontre de ce que prévoit la Constitution. Elle a tenté aussi de supprimer certains partis politiques. Oui, elle l'a fait. Donc, ça, c'est des choses qui ne se disent pas beaucoup. Bon, c'est vrai que lorsqu'on compare à la Corée du Nord, on peut dire que c'est quand même une démocratie, parce qu'il y a quand même des marges de liberté. Bon, maintenant, parlons de comment ça se passe, les préparations des Jeux olympiques. Les fameux Jeux olympiques. Les fameux Jeux olympiques dont on veut absolument entendre parler rapidement, Christelle. Oui, les Jeux olympiques, voilà, les Sud-Coréens sont très contents de les accueillir. Et d'ailleurs, les Jeux olympiques qui sont passés à Sochi, en Russie dernier. Probablement qu'ils vont s'en inspirer. Oui, beaucoup. Donc, ça a été très suivi. Donc, ça a été suivi avec intérêt par les Sud-Coréens. Pour reproduire les bons gestes et probablement oui, ne pas pour reproduire éviter les erreurs gestes. surtout. Parce qu'à Sochi, je ne sais pas si tu es au courant, à Sochi, en fait, il y a eu beaucoup l'implication des autorités politiques dans l'organisation des Jeux. Et c'est ce que la Corée du Sud veut éviter. Oui, donc, évidemment. ils veulent vraiment... en fait, ils promettent un spectacle grandiose et moderne. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait des Jeux, c'était en 1988. Séoul. Oui. Voilà. Et de 88 à 2018, ça va faire 30 ans. Donc, il y aura beaucoup de modernité. On a très hâte de voir ça. C'est certain qu'on va regarder ça de très près. Puis on va regarder les petites différences peut-être avec la Russie. Ça serait bien de comparer. Maintenant, on s'en va tout de suite avec Geneviève. Sur un ton plus léger. Joli, oui. Je sais pas si en studio, Je pense qu'on peut même... imaginer ce qui se passe présentement dans mon micro. Je sais qu'on est tous tannés, Marika, de l'entendre. Moi, je suis tannée, je vais te le dire. On l'a assez entendu, sauf qu'on ne peut pas passer à côté quand on parle de la culture, en tout cas, de la Corée du Sud. Ça vient avec, automatiquement. On pense à Gangnam Style de Psy, qui est un fait intéressant qui est la seule et la première chanson de style K-pop qui a atteint le top 10 américain. Mais K-pop, c'est quoi pour K-pop, c'est même plus qu'un style musical, c'est un mouvement musical coréen. Donc, K-pop... Qui a vraiment pris naissance en Corée. Oui, dans les années 90, inspiré de la musique américaine. C'est récent. Oui, c'est assez récent, inspiré de la musique américaine, hip-hop, techno, K-pop pour Korean pop. Donc, les gens aiment beaucoup ce style musical en Corée. De plus, en Corée, les gens sont branchés. C'est le pays le plus branché au monde. Quand on voit des photos, c'est juste ça. Ils ont oui, leur là, téléphone, justement, il y a une pas, photo qu'on va mettre à l'écran. C'est des gens dans le métro de Séoul. Tout le monde est sur leur... Nous, on se pense branchés ici, mais là-bas, tout le monde est sur sa tablette, son téléphone. Bien, justement, hein, c'est pour ça que toute l'équipe a amené son cellulaire. À la coréenne. Donc, ça nous amène à dire que c'est un pays qui est assez paradoxal parce que oui. Ils suivent les influences américaines et européennes. Ils aiment la mode, sont très forts pour la mode aussi, très branchés et tout ça. Mais
la culture reste très traditionnelle. Donc, contrairement à leurs avancées technologiques. Ou... Exactement. C'est patriarcal. Donc, l'homme est encore le chef de la famille. La mère reste souvent à la maison pour s'occuper des enfants. On préconise beaucoup le travail. La hiérarchie également est très importante. Le respect des aînés et la discrétion aussi. Donc, un autre fait intéressant qu'on découvre sur les Coréens, c'est qu'ils sont des gens qui travaillent beaucoup, mais qui boivent et qui fument aussi. Beaucoup? Oui. Donc, la fumée, c'est comme ils travaillent beaucoup. Oui, quand ils fument, c'est pour se détendre parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils ont 1 semaine de vacances par année. Donc, ils ont des petits moments ici et là pour se détendre en fumant une cigarette. Et boire leur permet d'exprimer leur vraie personnalité. Un peu comme ici, là. Oui, comme certaines personnes là-bas, au Québec. C'est très mal vu, Marika, là-bas, d'exprimer ses opinions, de créer des débats ou des polémiques. Alors là, ils s'en servent vraiment pour s'extérioriser. La seule fois que c'est pas mal vu, c'est quand on a un petit coup dans le nez. Oui, là, c'est pas mal vu. Dans un club, c'est correct, ça passe bien. Là, ça passe à ce moment-là, de créer des débats et tout ça, ça paraît moins grossier. Pour la religion, traditionnellement, la religion, c'était bouddhiste. Le bouddhisme qui était la religion. Maintenant, avec les années, oui, c'est le christianisme qui dépasse le bouddhisme. Mais encore maintenant, on ressent beaucoup l'influence du bouddhisme quand on va en Corée. Donc, on peut vraiment côtoyer les deux religions. Vous pouvez voir à l'écran un temple. Maintenant, il y a beaucoup aussi de Bouddha en sculpture partout, donc des temples partout dans les centres-villes de Séoul et tout. C'est vraiment impressionnant. C'est un beau mélange de cultures, de côtoyer ces deux religions qui sont fortes. Oui, elles sont fortes, mais c'est pas un sujet qui est très sensible. Ça fait pas des conflits, là, sur non, place. La liberté de religion est très présente, donc c'est pas... C'est des religions assez pacifiques également. Exactement, oui, donc on s'entend bien. Là, Marika, si tu me permets, on va... Bien, certain. Oui, on va se prêter un petit... je vais te donner des petits des trucs de bienséance et de politesse. Si jamais tu décides ou des gens veulent aller visiter la Corée du Sud, quoi faire, quoi ne pas faire en Corée. Donc, premièrement, quand tu rencontres quelqu'un, la forme pour saluer, c'est d'incliner légèrement la tête en faisant un petit sourire. Mais là, vu qu'on respecte les aînés, la hiérarchie, si c'est quelqu'un plus âgé, on va y aller avec une légère révérence. Mais là, quand je dis une légère révérence... je ne pense pas, là. Non, pas un 30 à 45 degrés. On n'y va pas avec un 90 degrés. Là, ça monte pas mon décolleté, là. Non, on y va très légèrement. Et si c'est une rencontre un peu plus pour le travail, tout ça, avec des gens qui sont habitués aux américains plutôt, bien, on peut y aller avec la serrée de main, la poignée de main de la main droite et on met la main qui est un signe aussi ici. Ici, oui. Là-bas, c'est pour le respect, donc on y va... la confiance, la confiance qu'on accorde à quelqu'un. Exactement. Si tu veux offrir quelque chose ou recevoir quelque chose, là, moi, je t'offre un cadeau, on est branché, je t'offre un téléphone iPhone, je le fais avec les deux mains. Et toi, tu dois le recevoir avec mes deux mains aussi. Puis si je te donne un cadeau, il est enveloppé, là, disons, bon, à ce moment-là, toi, tu le prends avec tes deux mains et tu le mets de côté discrètement. Tout est dans la discrétion. Avec un sourire et tout ça, mais sans de flafla, sans de remerciements et tout ça, ça rend les gens mal à l'aise. On l'ouvre pas tout de suite, là. On l'ouvre pas, on l'ouvre chez nous. Fait que c'était déçu ou content, c'est pas... Non, c'est ça. Exactement. C'est pas grave. Bon. Donc, il n'y a pas d'échange, là. Si les gens nous invitent à la maison, quand on arrive chez eux, immédiatement, on enlève les chaussures. Si on doit aller s'asseoir, souvent, quand c'est traditionnel, leur maison, ils ont des coussins, donc on va s'asseoir sur les coussins pour le repas. Et on s'assoit, les hommes, alors Sylvain en tailleur, et nous avec les deux jambes sur le côté. Et là, après ça, il y a toutes sortes d'étiquettes qu'on peut continuer, tenir le verre à deux mains, ne pas se servir d'alcool nous-mêmes, se laisser servir, pas se moucher en public. C'est mieux de renifler puis d'avoir le petit guédé au nez que de se moucher en public. C'est à peu près ce qui se passe en Afrique. Ça me rappelle en fait ce qui est mais d'une culture à l'autre. Exactement. On attend l'aîné avant de se lever de la table ou de déposer nos baguettes. En tout cas, il y a beaucoup.
à suivre avant de se rendre en Corée. Oui. Alors, je vous invite à visiter la Corée, à visiter toutes ses facettes, toutes ses particularités, parce que c'est vraiment un pays merveilleux à découvrir. Je remercie beaucoup mes fidèles collaborateurs, mes spécialistes qui nous ont permis de démystifier ce pays. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.